Séquence législative sur Résonance FM et ce matin nous recevons le candidat de l'UPR, le mouvement de François Asselineau. Alors on va présenter le candidat. Il s'agit de Mathieu Mougel qui est Bressot. Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors présentez-vous. Alors je m'appelle Mathieu Mougel, je suis kinésithérapeute, j'ai 29 ans, donc j'ai grandi à la Bresse, j'étais au collège des Potières par exemple. J'ai fait mes études à Nancy et puis j'ai vécu à La Réunion les 4 dernières années de ma vie et je suis revenu habiter à la Bresse au début de l'année. Et je me présente pour la première fois aux législatives. Mon suppléant c'est Marc Seuffer, c'est un ancien qui est adhérent à l'Union Populaire Républicaine comme moi depuis l'année dernière. Et puis je vais expliquer un petit peu pourquoi je me présente et quelles sont mes motivations. Alors avant cela, on va rappeler que l'Union Populaire Républicaine est présidée par François Asselineau, qui s'est présenté aux élections présidentielles. Qu'est-ce qui vous a donné envie l'an dernier de rejoindre ce mouvement ? Alors j'étais dans une démarche de compréhension de la société déjà depuis plusieurs années, d'essayer de comprendre un petit peu comment fonctionnent les banques, comment fonctionnent les guerres, essayer de relier tout ça. Et j'ai vite compris qu'il y avait toujours des intérêts économiques ou des intérêts de pouvoir qui étaient puissants derrière. Et je suis tombé un petit peu par hasard sur l'Union Populaire Républicaine par Internet, par des conférences. Parce qu'il faut savoir que l'UPR propose énormément de conférences et vulgarise énormément de choses pour le grand public et qui explique en gros pourquoi il faut sortir de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. Des choses qui peuvent paraître très radicales au début mais qui en fait sont absolument indispensables si on veut redonner du sens à notre politique. C'est vrai que François Asselineau s'exprime souvent sur Internet, sur Facebook ou sur son blog parce qu'il se plaint souvent d'être pas assez médiatisé par rapport aux entre guillemets grands partis. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui m'a tout de suite choqué aussi. C'est qu'il a créé son parti il y a 10 ans. Pour donner une petite indication, il est passé pour la première fois à France Inter chez Patrick Cohen, 2 semaines avant le premier tour. Donc en 10 ans, il n'a jamais été invité sur France Inter. Et à titre de comparaison, un mouvement comme Nouvelle Donne, qui est quand même relativement marginal et qui est maintenant mort, qui n'existe plus, avait été invité, le président avait été invité le lendemain de la création du parti sur France Inter. Donc on voit qu'il y a un 2 poids 2 mesures. Et j'invite tous les auditeurs à aller se renseigner sur cette censure et à chercher pourquoi l'UPR est caché comme ça autant des grands médias nationaux. Alors, à votre avis, la raison principale, c'est laquelle ? Je pense que François Asselineau, comme l'Union Populaire Républicaine, sont le seul parti qui représente un réel danger. Parce que je pense que si tous les Français étaient au courant des analyses de l'UPR et prenaient le temps de s'informer, 80% des Français seraient pour l'Union Populaire, seraient pour l'UPR. Quand on voit la propagande et le soutien des médias dont a bénéficié Monsieur Macron depuis 1 an et demi, c'est tout simplement incroyable. Monsieur Macron, il avait aucune légitimité pour passer autant dans les médias puisqu'il ne représentait rien, il s'était jamais présenté devant les électeurs. Et à titre de comparaison, l'UPR avait eu 1% au régional en 2015 et depuis 2015, en 2016, il n'est quasiment pas passé dans les grands médias, toujours que par de petits médias comme Résonance FM d'ailleurs où il était passé, je me souviens. Et ça c'est vraiment une injustice qui me pousse vraiment à m'engager pour transmettre ces idées-là au plus grand nombre. Alors François Asselineau est parfois taxé, on lui fait souvent la comparaison de son programme par rapport à celui des extrêmes du Front National ou du Front de gauche qui sont aussi un peu anti-Union Européenne, mais il y a une différence quand même. Oui, tout à fait, oui. Le grand public croit souvent à tort que le Front National et la France Insoumise, donc Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, proposent de sortir de l'Union Européenne. En fait, la réalité est tout autre. Vous savez, quand vous souscrivez un contrat téléphonique, par exemple, chez Orange, vous allez regarder les petites astérisques en bas du contrat pour voir si on ne vous roule pas. Donc là, vous faites pareil, vous regardez les professions de foi de la France Insoumise et du Front National. Depuis 20 ans, c'est toujours la même chose. Il n'est jamais question de sortir de l'Union Européenne par l'article 50. Ces partis-là ne proposent uniquement de renégocier les traités, chose qu'on sait impossible si on regarde uniquement par exemple l'article 48 du TUE, du traité sur l'Union Européenne, qui stipule qu'il faut l'unanimité des États membres pour changer une virgule des traités. Donc ça montre bien que c'est impossible et que changer l'Europe n'est pas possible. On l'a vu aussi au cours du débat de la primaire pour la présidentielle, François Asselineau fait souvent dans son argumentation référence aux traités. Il revient toujours sur les traités en citant la législation. À votre avis, les autres candidats oublient qu'on est soumis à l'Union Européenne et puis finalement le débat, ils sont pas forcément dans la réalité quand ils disent qu'ils peuvent qu'ils n'ont pas les points liés par l'Union Européenne? Je pense que tout le monde n'est pas à mettre dans le même sac. Je pense qu'il y a les plus hauts représentants qui sont bien sûr au courant. Il y a d'ailleurs des députés en off qui reconnaissent qu'ils n'ont plus du tout les manettes et qui peuvent de toute façon plus faire de politique. Et par contre, je pense qu'il y a des gens honnêtes et qui
essayent de faire les choses, mais par contre qui ne connaissent pas les traités et qui connaissent pas l'importance des traités européens et leur rôle dans le fonctionnement et l'établissement de nos lois, par exemple. Alors vous avez longtemps voyagé, vous êtes de retour ici, et la circonscription elle a changé depuis votre départ. Puis un petit état des lieux de la circonscription, quels sont les points forts, les points faibles à votre avis? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Je pense qu'au niveau de notre circonscription, moi ce qui me frappe en ayant grandi à la Bresse, c'est que la grande majorité des jeunes partent de la Bresse et n'ont pas vraiment le choix. Et pourtant il y a quand même un certain retour. Les gens voudraient bien avoir ce retour aux racines. Moi ça me caractérise quand même pas mal. Mais les jeunes ils ont plus de travail en fait. On voit que la Bresse vit du tourisme, essentiellement par la Belle Montagne ou Bolder, des entreprises que je trouve super parce qu'ils développent tout un tas d'activités que moi j'aime beaucoup. Mais par contre ce qui fait que les jeunes pourraient rester, c'est que le chômage ne soit pas aussi important dans les Vosges et qu'on propose des emplois notamment dans l'industrie. Alors on le voit là par exemple en ce moment avec des entreprises qui ont des difficultés, il y a Ventron Confection, comment on peut inciter les entreprises à revenir ou en tout cas à ne pas partir? Alors justement là encore on va dire que comme François Asselineau je reparle encore des traités. Il faut essayer de comprendre l'origine du problème, de pourquoi il y a autant de délocalisation et pourquoi l'usine de Ventron de textile est en train de mettre la clé sous la porte. Donc il faut savoir que dans les traités européens, il y a l'article 63 qui stipule qui interdit la restriction des mouvements de capitaux par les États. Donc ça veut dire qu'un État n'a pas le droit de s'opposer à ce qu'une entreprise mette de l'argent à l'étranger. D'autres articles des traités européens mettent les travailleurs français en concurrence avec tous les travailleurs du monde entier. Donc ce qui fait que c'est une concurrence complètement déloyale parce que les coûts de charges sociaux en France et les coûts de charges sociaux environnementaux sont pas du tout les mêmes que dans les autres pays. Donc les entreprises ne peuvent pas s'en sortir, sont obligées d'avoir toujours des coûts plus faibles. Elles sont progressivement étouffées et elles sont obligées de mourir à petit feu. Voilà. Sur l'éducation, vous m'avez dit que vous avez fait vos études, vous avez été à l'école Collège des Boudières. Vous savez que le Collège des Boudières est menacé. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire au niveau d'éducation pour éviter cette fuite en avant vers les super collèges qu'on nous promet dans l'avenir? Si, tout à fait. Alors pour ces questions-là, c'est un petit peu un sujet sensible, je pense, parce que effectivement à la Bresse, il y a de moins en moins d'élèves, donc c'est quelque chose à prendre en compte quand même. Mais moi, ça m'attriste quand même que la tendance globale soit toujours à regrouper dans des grosses structures, à étouffer toujours les petites structures de proximité, que ça soit pour l'éducation dans les collèges, que ça soit au niveau des usines, au niveau des centres commerciaux, etc. C'est toujours la même tendance. Donc au niveau des services publics, il faut savoir que par rapport aux grandes orientations de politique économique qui ont été fixées avant-hier par Bruxelles et qui sont fixées tous les ans pour chaque État membre, donc les GOPE. Donc j'invite tous les auditeurs à aller se renseigner sur ce que sont ces GOPE. Donc ces GOPE-là, elles indiquent des directives à tous les États membres, donc et notamment de diminuer le budget pour les services publics, donc les finances publiques. Et donc on en vient toujours. Le gouvernement sera obligé de faire de tailler dans les services publics, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. Donc Monsieur Macron, il promet plein de belles choses un petit peu partout, mais il sera obligé il y aura forcément des gens qui seront cocus dans l'histoire. Hein. Et donc au niveau de l'éducation, c'est pareil. On va dans cette tendance de toujours supprimer des postes pour soi-disant faire des économies. Et en fait, un collège comme les Boudières est insidieusement, en fait, et progressivement incité à fermer. C'est la triste réalité. Et ça, c'est encore lié au traité européen, encore une fois. Pour conclure, qu'est-ce que vous avez envie que les auditeurs retiennent de votre candidature? Je dirais aux auditeurs que je suis le seul à ne pas occulter la question européenne et que si je suis à l'Assemblée nationale, je pèserai de tout mon poids pour justement qu'on en débatte. Déjà qu'on n'ignore pas cette question européenne comme le font tous les autres candidats en fait. Parce que tous les autres candidats font beaucoup de promesses, mais je pense qu'ils ne pourront pas les tenir. Quand bien même ils seraient les plus honnêtes du monde ou les plus volontaires du monde. Donc en fait c'est pas un problème de volonté politique comme on nous le fait croire, un problème typiquement franco-français, et c'est qu'il y a des raisons à l'impuissance chronique de nos dirigeants et de nos élites depuis 30 ans. Donc s'ils votent pour moi, ils ont aussi ils donneront la possibilité à un parti comme l'Union populaire républicaine de se développer. Parce qu'il faut savoir qu'à l'UPR, on ne vit de l'argent d'aucune banque. On est uniquement financé par notre propre argent, l'argent des adhérents et des donateurs. Et je rappellerai un petit jargon, un petit dicton que j'aime bien, c'est qui paye commande. Donc faut savoir, ça a beaucoup de sens. Donc ça veut dire que moi j'ai des comptes à rendre uniquement aux électeurs et aucunement à aucune banque ou fonds d'investissement américain ou grand milliardaire russe ou qatari. Voilà.